Salut la machine, t'es encore au top dans ce thème de première spécialité SVT, transmission, variation, expression du patrimoine génétique? Nous allons maintenant nous intéresser aux mutations de l'ADN et à la variabilité génétique. Vous êtes prêts? C'est parti! L'ADN est une longue molécule constituée de deux chaînes polynucléotidiques enroulées l'une autour de l'autre. L'enchaînement des bases contenues dans les monomères nucléotidiques constitue un code responsable d'un caractère. Chaque ligne de code est appelée un gène. Lors du superenroulement de la molécule d'ADN, les gènes restent localisables sur les pelotes formées appelées chromosomes. On va les repérer par des bandes et leur attribuer un code. En temps normal, c'est-à-dire en interphase, la cellule ne possède que des molécules simples d'ADN qui sont décondensées pour qu'elle puisse les lire. Avant toute division cellulaire, la cellule réplique son ADN et le condense. Les chromosomes doubles se forment. La phase de réplication est appelée phase S pour synthèse. La réplication de l'ADN va s'effectuer grâce à plusieurs enzymes qui vont d'abord ouvrir la double hélice et ensuite copier les brins un par un. On parle de réplication semi-conservative car on va conserver un brin d'origine et un brin néoformé. Il existe deux catégories de cellules, les cellules prokaryotes qui ne possèdent pas de noyau, où l'ADN est libre dans le cytoplasme, et les cellules eucaryotes qui ont un noyau protégeant le matériel génétique. Nous allons donc observer deux catégories d'ADN polymérase qui ne vont pas synthétiser l'ADN à la même vitesse. 1000 nucléotides par seconde pour les prokaryotes et 100 nucléotides par seconde pour les eucaryotes. Cet ADN polymérase fait des erreurs. On observe en moyenne une erreur pour 100 000 nucléotides. C'est donc assez rare, mais c'est spontané. On va parler d'une mutation endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, qui a été générée par l'intérieur de l'organisme, en l'occurrence par l'ADN polymérase. Il existe des mutations exogènes, c'est-à-dire exo-extérieures, qui sont provoquées, générées par quelque chose d'extérieur à l'organisme. On parle d'agents mutagènes. Un agent mutagène est un agent qui provoque des mutations, qui provoque donc des changements dans le codage de l'ADN. Il y a deux catégories d'agents mutagènes, des agents physiques et des agents chimiques. Les premiers agents de mutation connus chez l'homme sont les UV, les ultraviolets. Ils vont modifier la structure de l'ADN en créant par exemple ce qu'on appelle des dimères de thymine, c'est-à-dire que nous avons deux thymines qui s'accrochent ensemble et qui déforment la molécule. L'ADN polymérase ne pourra pas lire un dimère de thymine. Quand elle va progresser sur le brin à copier, elle va tomber face à deux thymines accrochées, elle ne va pas savoir quoi mettre en face puisqu'elle ne pourra pas les lire. Il va donc y avoir des bases qui vont être mises de manière aléatoire, qui ne seront pas forcément complémentaires. Nous allons donc voir une mutation apparaître. Si cette mutation est viable, elle sera conservée. Allez, petite maquette pour bien comprendre. Voyez cette molécule d'ADN, j'ai ici un dimère de thymine. J'ai deux thymines qui sont accrochées ensemble. Et vous voyez qu'en fait, la molécule est déformée. Mes deux adénines complémentaires ne peuvent pas s'accrocher aux deux thymines qui sont liées entre elles. Donc quand on va vouloir répliquer, on ouvre la molécule. L'ADN polymérase va avancer tout en synthétisant le nouveau brin. Mais voilà, que va-t-elle faire face à deux thymines accrochées ensemble? Eh bien ici, elle a accroché deux guanines qui ne sont pas du tout complémentaires avec les deux thymines, elle les a mises au hasard. Par contre, la base du nucléotide suivant est bien complémentaire de la base de ce nucléotide. Ainsi donc, le remplacement aléatoire peut être à l'origine d'un nouveau caractère qui sera conservé s'il est viable. Et ça, on peut le constater sur des colonies de levure que l'on irradie aux UV. Voici une boîte de culture dans laquelle nous avons mis donc en culture des colonies de levure de couleur rouge et au milieu de ces colonies, nous avons des mutations spontanées qui font qu'elles deviennent blanches. Quand on irradie 30 secondes, on voit tout de suite le nombre de colonies blanches beaucoup plus important et quand on irradie 90 secondes, on constate d'abord une nette diminution de la quantité des colonies rouges mais une proportion plus importante de colonies blanches. Et oui, même si le nombre de colonies blanches n'est pas énorme, vu que le nombre de colonies rouges a diminué, le ratio, c'est-à-dire la proportion de colonies blanches sur colonies rouges, est beaucoup plus important. Donc cette expérience montre que le taux d'UV a un impact sur le taux d'erreur de l'ADN polymérase. Ainsi, vous comprendrez pourquoi vos médecins vous disent qu'il ne faut pas vous exposer trop longtemps au soleil sans protection durant l'été, car le taux d'UV est plus important et donc plus dangereux pour vos cellules de la peau. On peut citer les rayons X qui provoquent des lésions des cellules, elles vont mourir, mais qui également endommagent les bases de l'ADN et sont donc à l'origine de mutations.
Concernant les agents chimiques, on peut citer en exemple l'acridine. Cette molécule, issue de la houille et que l'on trouve dans les colorants, va s'intercaler entre les bases de l'ADN, provoquant un étirement de celle-ci. Et quand l'ADN polymérase va passer, elle va rajouter des bases pour combler cet espace. On peut citer également un autre exemple, le benzopyrène. Cette molécule assez simple va interagir avec la guanine, on dit qu'elle va la désaminer, c'est-à-dire qu'elle va modifier un groupement amine. Ce groupement-là n'est plus disponible pour effectuer une liaison puisqu'il est relié au benzopyrène. Et à ce moment-là, dans la molécule d'ADN déformée par ce benzopyrène ici qui est fixé sur une guanine, l'ADN polymérase, quand elle avancera, ne pourra pas lire une guanine. Celle-ci ne sera plus compatible avec une cytosine, mais avec une adénine. Donc l'ADN polymérase mettra en face de ce complexe une adénine au lieu de mettre une cytosine. Voici donc quelques exemples d'agents mutagènes, mais sachez que l'ADN peut aussi être modifié par des virus qui parasitent nos systèmes cellulaires et intercalent leur matériel génétique dans le nôtre. Les erreurs, qu'elles soient provoquées par des agents mutagènes ou par l'ADN polymérase lors de la réplication, elles peuvent être réparées. En effet, on constate par exemple que le taux d'erreur d'ADN polymérase, qui est de 1 pour 100 000 nucléotides, change à la fin de la réplication. Il n'est plus que de 1 pour 1 million de nucléotides. Ce qui veut dire que, à la fin du travail de l'ADN polymérase, il y a eu réparation des mutations qui ont été commises par celle-ci. Comment se passe la réparation de l'ADN ? Vous avez ici un brin d'ADN normal. Dans le cas où il y a une erreur, qu'une partie a été mal répliquée, il va falloir réparer cette partie et cela va se faire en 3 étapes. D'abord, il va y avoir excision, c'est-à-dire on coupe, et élimination de la partie endommagée. C'est une enzyme, l'endonucléase, qui s'en occupe. Puis l'ADN polymérase vient de nouveau se fixer. Elle synthétise le morceau qui a été excisé. Et enfin, une autre enzyme intervient, c'est une ligase. Elle va accrocher les morceaux ensemble. Mais il se peut qu'il y ait transmission d'une erreur de réplication. Prenons l'exemple ici d'un brin d'ADN. Lors d'une division cellulaire, on va avoir réplication. Un des brins va être correctement répliqué, alors que sur l'autre, il va y avoir une erreur. Soit cette erreur est conservée, soit elle est éliminée. Alors conservée comment ? À la prochaine division, on va voir ce brin-là qui était correct, qui sera correctement recopié, et celui-ci qui possède l'erreur va être recopié correctement, et on va donc stabiliser la mutation. Il y aura transmission cellule-fille, et de génération en génération de cellules, transmission de la mutation. Si cette mutation a eu lieu dans des cellules somatiques, cette mutation disparaîtra à la mort de l'individu. Si la mutation a eu lieu dans des cellules reproductrices, il y aura donc transmission à la descendance et conservation de la mutation. C'est comme ça que l'on voit apparaître certaines maladies génétiques. Vous avez ici un exemple de maladie génétique. Vous avez ici en photographie une partie du visage d'un individu atteint de Xeroderma pigmentosum. Cette maladie se caractérise par une sensibilité excessive de la peau aux UV, des troubles oculaires et un risque accru de cancer, bien sûr de la peau et des yeux. Les individus atteints de cette maladie génétique ne supportent donc pas le soleil et vivent en permanence dans des combinaisons, des vêtements qui les protègent des UV. Ils vivent principalement la nuit et sortent rarement le jour. Il est possible d'étudier sous anagène les séquences des différents allèles que l'on trouve dans cette maladie génétique. Le fichier se trouve dans l'item d'étude, premier S. Vous avez ici les 4 allèles, l'allèle normal ainsi que les 3 allèles mutés. Vous sélectionnez les 4 allèles, vous faites traiter, comparer les séquences avec discontinuité et l'ordinateur va calculer pour vous les différences. La première ligne vous indique par chaque étoile une identité. Le brin de référence est celui de l'allèle normal. En déplaçant le curseur, vous pouvez constater qu'à chaque fois qu'il y a un tiret, c'est qu'il y a une identité. Sauf ici, dans l'allèle XPC3, nous avons une perte de 2 adénines en position 1137 et 1138. Cette perte décale le code. On parle de délétion. Un peu plus loin, vous pouvez constater que cette fois, il y a des nucléotides qui ont été rajoutés. Effectivement, dans le brin de référence, vous avez un trou, un espace, et 3 bases, donc 3 nucléotides, ont été rajoutés dans la version XPC2. Dans la version XPC1, vous pouvez constater la substitution d'une adénine par une cytosine. Donc le Xeroderma pigmentosum est une maladie qui est génétique, c'est-à-dire qu'elle provient d'une mutation qui a eu lieu dans les cellules reproductrices, mais on connaît des maladies qui sont dues à des mutations dans des cellules somatiques,
Bien sûr, ces maladies vont disparaître à la mort de l'individu. Et l'exemple le plus connu est une mutation au niveau de la protéine P53. Cette protéine P53, elle contrôle la division cellulaire. Et en cas de lésion de l'ADN qui contrôle la fabrication de la protéine P53, on ne va plus avoir régulation de la division cellulaire et on va avoir une anarchie au niveau de la division, ce qui veut dire qu'on va avoir une multiplication des cellules et donc une tumeur. Vous l'aurez donc bien compris, l'impact des mutations n'est pas le même selon qu'elles aient lieu dans des cellules reproductrices ou dans des cellules somatiques. Donc on récapitule, les agents mutagènes vont provoquer des mutations, des changements dans le codage. Nous avons vu qu'il y a 3 possibilités de changement, soit une insertion de base, soit une substitution de base, soit une délétion de base. Vous l'aurez compris, les mutations sont donc source de diversité génétique. Il est possible de déterminer dans une famille le risque d'apparition d'un syndrome génétique lié à un allèle muté. Prenons le cas de la mucoviscidose. Mucoviscidose veut dire mucus visqueux. Cette maladie est liée à la mutation d'un gène, CFTR, localisé sur le chromosome 7. Ce gène code pour une protéine appelée CFTR qui forme un canal membranaire permettant l'excrétion, c'est-à-dire la sortie, des ions chlorure des cellules épithéliales, ce qui fluidifie le mucus. Si la protéine est mutée, les ions chlorure ne peuvent plus sortir et nous allons donc avoir un mucus épais. Cette mutation va toucher principalement les cellules du pancréas, de l'intestin, des poumons, et donc perturber le fonctionnement de ces organes. La comparaison de l'allèle sain et de l'allèle muté révèle des délétions sur le codon 508, d'où le nom de delta F508+, et delta F508-. Et le risque d'être hétérozygote, c'est-à-dire de posséder un allèle sain et un allèle muté, est de 1 sur 34 dans la population française. Revenons à notre famille et essayons de déterminer si l'allèle muté est dominant ou récessif. Dans cet arbre généalogique, nous avons 2 personnes qui sont atteintes de la maladie. Dans le cas d'Elisa, ses 2 parents ne sont pas malades. Si Elisa est malade et que ses parents ne le sont pas, cela signifie que ses parents sont hétérozygotes et cela signifie que l'allèle sain est dominant sur l'allèle muté. Elisa a une sœur, Maria, qui est enceinte, qui attend un enfant. Elle se pose la question de savoir quel est le risque pour son enfant d'être malade, c'est-à-dire d'être homozygote récessif. Pour réaliser ce calcul de risque, il va falloir déjà déterminer quel est le risque pour Clara d'être hétérozygote et quel est le risque pour John d'être hétérozygote. Bon, John, on sait, c'est 1 sur 34, il est pris au hasard dans la population. Mais Maria vient d'une famille dans laquelle il y a la mucoviscidose. Elle provient de 2 parents qui sont hétérozygotes. Nous allons donc tracer le tableau de croisement de Marc et Annie et déterminer la probabilité de Maria d'être hétérozygote. Marc et Annie sont tous les 2 hétérozygotes. Ils vont donc produire 2 catégories de gamètes, soit delta F508+ dans un ovule, soit delta F508-. C'est la même chose pour les spermatozoïdes de Marc. Il ne reste plus qu'à unir ovule et spermatozoïdes et nous obtenons 4 fœtus, mais parmi ces 4 fœtus, nous avons 3 combinaisons possibles. Nous avons un fœtus sur les 4 qui est homozygote dominant. Celui-ci sera malade alors que celui-ci sera sain. Et nous avons 2 individus sur les 4 qui sont hétérozygotes, qui sont dits porteurs sains. Ils sont porteurs de l'allèle muté, mais ils sont sains, en bonne santé. Pourquoi? Parce que delta F508+ est dominant sur delta F508-. Donc, le risque à tous 2 d'être hétérozygote en même temps, il est de 2/3 fois 1 sur 34. Le risque que Maria soit hétérozygote multiplié par le risque que John soit hétérozygote. Alors pourquoi le risque d'être hétérozygote n'est pas le même pour John et pour Maria? Maria n'est pas malade et Maria a des parents hétérozygotes. Si on reprend le tableau de croisement des parents de Maria, on sait qu'ils peuvent avoir un enfant sur 4 qui est malade et finalement 3 enfants sur 4 qui ne sont pas malades. Donc Maria fait partie des 3 possibilités d'enfants non malades et sur ces 3 possibilités, il y en a 2 qui sont hétérozygotes. Voilà pourquoi Maria a 2 possibilités sur 3 d'être hétérozygote. Maintenant, quelle est la probabilité, dans le cas où les 2 soient hétérozygotes, que leur enfant soit malade? Eh bien, nous l'avons vu, il est de 1/4. Pour être malade, il faut être homozygote récessif. À ce moment-là, le risque pour le fœtus d'être atteint de mucoviscidose, ça va être d'abord le risque que les parents soient tous les 2 hétérozygotes, multiplié par la probabilité, dans ce cas, d'avoir un enfant homozygote récessif. Ça va nous donner un résultat de 1 risque sur 204. Maintenant, si on calcule le risque pour un couple pris au hasard dans la population d'avoir un enfant malade,
Il faut déjà donc calculer le risque pour ce couple d'être hétérozygote. Ça va être 1 sur 34 fois 1 sur 34. Maintenant, dans le cadre où ce couple est hétérozygote, il va avoir un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Donc le risque total pour un couple pris au hasard dans la population d'avoir un enfant atteint de la mucoviscidose, il est de 1 sur 4624.